le coût par rendez-vous, eh bien, c'est pas important et vous allez comprendre pourquoi. 10 jours que ça tourne, ok. Et donc, lead, ce qui est énorme pour un budget de 1 600 €. Beaucoup de personnes sous-estiment, on va dire, l'importance du copywriting dans les publicités. Avant, on avait plutôt des media buyers qui étaient spécialistes et aujourd'hui, on recherche plus des media buyers généralistes. Il faut avoir des tueurs sur le closing. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format. Aujourd'hui, je suis accompagné du COO de Lead Club, Maxime Para, ici présent. Et aujourd'hui, on va vous parler publicité, comment attirer de nouveaux clients dans votre pipe et dans vos tunnels de vente grâce à la publicité. On va vous partager notamment 3 points super importants qu'on a évoqués notamment ce mois-ci en janvier 2025. Le premier étant que le coût par rendez-vous, eh bien, c'est pas important et vous allez comprendre pourquoi. Deuxièmement, on va vous faire la différence entre pourquoi vous avez besoin aujourd'hui d'une équipe et non d'un média buyer seul. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, les connaissances du média buyer sont limitées pour vous aider justement à scaler votre entreprise. Et enfin, un dernier point très important qui vient souvent en second plan, c'est la nécessité de ménager vos closers, ménager vos équipes vente pour garder une bonne psychologie, pour garder une bonne énergie dans la vente et maximiser votre taux de conversion. Hello Maxime, comment ça va? Bah écoute, ça va particulièrement bien. Joachim, aujourd'hui, je suis assez excité de parler de ces 3 sujets puisqu'on a parlé quasiment tout le mois dernier et surtout de pouvoir partager ça avec tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui. Yes, et en plus l'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'on a en plus de ça un cas client qui pourra illustrer, on va dire, une assez grande majorité de ces points-là. Donc ça, on va pouvoir bien illustrer tout ça, ça va être super intéressant. Est-ce que tu veux commencer justement par ce premier point qui est le coût par rendez-vous n'est pas important et nous expliquer pourquoi c'est pas important? Ouais, carrément. Déjà pour vous expliquer ce que je fais en tant que CEO rapidement chez Elite Club, donc je gère la communication avec les clients et je m'assure que tout roule globalement, que les délais sont respectés avec les employés de l'agence. Et ce coût par rendez-vous pas très important, eh bien, ça fait référence à un cas qu'on a eu le mois dernier chez un client qui voyait que son coût par rendez-vous augmentait et donc il s'affolait un petit peu. Ce qu'on a vu en pouvant traiter la data, c'est que oui, le coût par rendez-vous augmentait, mais les ventes augmentaient également. Et en fait, ça peut être contre-intuitif, mais si on fait une erreur d'analyse, on va se dire, OK, ce que je veux, c'est que mes pubs me coûtent le moins cher possible, que le coût par lead soit le plus bas possible, que le coût par rendez-vous soit le plus bas possible. En fait, c'est pas ça qui est important. C'est de pouvoir traiter la data de A à Z, le coût par rendez-vous, la qualité du lead, et à la fin, est-ce qu'on a fait des ventes? Parce que si vous faites de la pub, c'est pour cette finalité. Et donc, ce qu'on a fait, grâce aux UTM qu'on met dans les publicités, on est allé analyser toutes les publicités différentes, d'où provenaient les ventes, le lead, d'où est-ce qu'il venait à la base. Et on a remarqué que les publicités qui étaient les plus chères réalisaient 2 fois plus de ventes que des publicités qui étaient, la plupart du temps, un peu moins chères, mais moins qualitatives. Vous savez, on voit souvent des publicités, par exemple, sur Instagram, qui sont un peu interactives, voire loufoques, qui font rigoler, ça attire l'attention. Mais au final, on a remarqué que dans nos niches, sur le digital, sur de l'high-ticket, c'était des pubs qui peinaient à convertir. D'où le coût par rendez-vous n'est pas forcément le plus important. Ouais, ça, tu soulèves un bon point et que je vois un peu trop souvent, c'est tu vois à l'ère où tout le monde cherche à faire des hooks, notamment sur des reels qui sont très putaclic, notamment en reprenant tu vois, où ils mettent les 3 secondes de Oui. vidéos insolites, etc. Il y en a beaucoup qui ont repris ça sur des publicités. Et du coup, forcément, ça attire l'attention, mais le problème, c'est que ça attire l'attention d'un public qui est globalement 100% des personnes qui regardent des vidéos sur Instagram et YouTube. Et du coup, après, ça, c'est bien parce que, en gros, les publicités ont un bon taux de visionnage, ont aussi peut-être des coûts par lead qui sont plus bas. Le problème, c'est que c'est pas des publicités qui attirent le type de profil que tu as envie d'avoir derrière dans ton tunnel de vente et surtout que tu as envie d'avoir en appel. Parce que le plus gros problème quand tu es peut-être même quand tu commences ou même, enfin même tout au long de ta durée de vie en tant qu'entrepreneur en ligne sur des offres à étiquette, c'est le plus gros challenge, c'est essayer de maintenir un bon taux de qualité
de Mmh. rendez-vous pour tes closers ou même pour toi. Parce que c'est très facile de générer des rendez-vous, que ce soit en organique ou avec la publicité, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, avoir des rendez-vous qui sont qualitatifs et qui sont, on va dire, qui ont une propension à closer qui est élevée, et bien ça, c'est le gros challenge. Et le C'est problème, c'est que si ta source, elle est mauvaise, et ben derrière, tu peux pas t'attendre à ce que tu aies des personnes qualitatives qui vont closer facilement en appel de vente. C'est la conversation que j'avais ce matin avec une cliente qu'on a lancée dans l'agence qui fait du webinar. Et là, elle va lancer son premier webinar. Et donc, en fait, je lui donnais la suite, ce qu'on attendait d'elle et ce qu'elle pouvait attendre de nous. Et donc, en fait, pour nous, la data la plus importante qu'on va récupérer après ce webinar, outre le watch time, outre le taux de présence, c'est le retour de ces closers. Parce que c'est eux qui vont avoir en face d'eux la cible. Ils vont pouvoir me dire le lead est de qualité ou il n'est pas de qualité. Et en fonction de ça, on va pouvoir prendre 2 décisions. Si le lead est de qualité, eh bien, on continue dans ce sens et on va aller augmenter le volume. Si par contre, à l'inverse, le lead n'est pas de qualité, eh bien, on va essayer d'aller créer un peu plus de friction, de modifier le message dans les publicités sur la copie pour aller trouver cette qualité. Là, tu évoques un point super important, c'est que du coup, aujourd'hui, les algorithmes, en publicité, tu vas plus faire ton ciblage par ton paramétrage, par tes audiences, etc. Mais tu vas faire ton ciblage justement par ton copywriting, par la manière dont tu vas formuler ton message. Et beaucoup de personnes sous-estiment, on va dire, l'importance du copywriting dans les publicités et l'importance surtout de bien connaître la psychologie de ton avatar. Et du coup, se retrouvent à être en train de chercher on va dire des prospects, de cibler des prospects, notamment sur du paramétrage, en mettant des intérêts, etc. Et ce que tu évoques là, c'est que si par exemple tu as des prospects qui sont pas qualifiés ou qui sont qualifiés, on va voir d'où vient le message, donc de quel point de douleur qu'on a évoqué en publicité provient le lead qui était qualifié ou pas qualifié. Et ensuite, nous, ça nous donnera des informations sur où est-ce qu'il faut qu'on itère sur le copywriting, où est-ce qu'il faut qu'on approfondisse le message pour aller chercher davantage de ces prospects qualifiés, ou bien quel est le type de message qu'il faut qu'on vire si par exemple il nous ramène de manière récurrente des prospects qui ne sont pas qualifiés. Et donc ça, c'est tout l'intérêt justement d'avoir, on va dire, un suivi assez manuel avec les UTM que tu as pu évoquer notamment pour cette cliente. Et tu viens de dire, on cible plus aujourd'hui avec les audiences, avec les segments d'audience et les intérêts. Comment on cible aujourd'hui? Yes. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais en 2022, du coup, Meta a eu une grosse chute de ses revenus publicitaires et donc a été obligé de trouver une autre stratégie pour continuer de la croissance et continuer à faire entrer plus de chiffres. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, OK, alors comment est-ce qu'on attire davantage de personnes sur le Business Manager, donc qui est l'endroit où on fait les publicités sur Meta, et comment est-ce qu'on attire plus de personnes qui vont venir claquer leur budget sur Meta? Eh bien, tout simplement en facilitant l'accès à la publicité sur Meta, donc en enlevant tous les paramétrages techniques qu'on avait pu avoir avant et qui nécessitaient du coup l'intervention d'un média buyer. Et c'est là qu'est né le fameux paramétrage Advantage Plus qui est très très présent aujourd'hui sur toute la plateforme. C'est le paramétrage où en gros tu n'as rien à paramétrer, tu laisses l'algorithme faire tous ses tests en autonome et toi derrière eh bien, tu récoltes le fruit de ton test, mais par contre tu n'as aucune visibilité sur qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce que, admettons, tu mets 10 publicités, bah, l'algo il va faire toutes ces tambouilles de son côté, mais il va pas te ressortir les statistiques manuelles en disant ok, bah, tel angle il en faut plus, il faut que tu me tires plus de ça parce que derrière on voit que tu as plus closé de ce client-là à partir de cette publicité. Et donc, si l'algorithme fait tout, au final, on n'a pas besoin de media buyer. Alors, aujourd'hui, pour moi, tu n'as plus besoin on va dire, de média buyer. Tu n'as plus besoin de média buyer comme tu as pu en avoir besoin auparavant, parce que tous les paramétrages techniques ne sont plus aussi techniques qu'auparavant. Et donc, aujourd'hui, le rôle du média buyer, là où avant, il passait ses journées à optimiser ses campagnes, etc., bah là, aujourd'hui, il lance et il laisse tourner. Et donc, en fait, le rôle du média buyer comme il était avant n'a plus aucun intérêt. Aujourd'hui, tu as intérêt d'avoir ce qu'on appelle, nous, chez Lead Club, le média buyer 2.0, qui est quelqu'un qui est à l'intersection
à la fois du media buying, donc une très bonne compréhension de comment fonctionnent les algos de Meta et comment ils sont paramètres, qui est aussi à l'intersection de toute la partie copywriting, pardon, c'est-à-dire qui comprend l'impact des mots choisis sur la conversion de ses clients et sur les coûts par lead, et qui aussi comprend toute la partie funnel building. Donc c'est quelqu'un qui a la croisée à la fois du media buying, du copywriting et du tunnel de vente, et qui est en mesure en fait d'avoir cette vision un peu plus haute, un peu plus 360, pour piloter une stratégie correctement et pour savoir comment, par exemple, si tu as un symptôme sur ton tunnel de vente, admettons que tu as des leads qui ne sont pas qualifiés en appel de vente, et il va savoir te dire, ok, en fait, c'est au niveau de ton tunnel de vente qu'il faudra que tu mettes une action. Si par exemple, tu n'as pas suffisamment de leads, il pourra dire, ok, là, potentiellement, il faut que tu changes tes publicités pour essayer d'attirer plus de monde, pour essayer de te différencier sur les plateformes, etc. Donc, pour répondre simplement à ta question, le rôle du media buyer, il a clairement changé sur les 5 dernières années. Et aujourd'hui, le media buyer, il est plus suffisant. Il te faut quelqu'un qui soit qui ait davantage d'expertise sur l'intégralité de ton funnel, sur l'intégralité de ton système, pour être en mesure de scaler correctement et d'éviter de faire les erreurs classiques d'interprétation qu'on peut faire quand on approche le marketing. Ok, autre question qui me vient en tête, je suis passé par là, j'ai essayé de recruter des media buyers avant qu'on travaille ensemble et j'ai toujours eu beaucoup de mal à trouver un bon media buyer, à trouver quelqu'un qui sache faire et la plupart du temps, les outils automatiques fonctionnaient mieux que quand je payais un media buyer, quand je le faisais automatiquement avec les outils. Et donc ma question, c'est la suivante. Selon toi, quels sont les critères pour recruter un bon media buyer? Ok, il me semble que tu m'avais déjà parlé de ça. T'avais pas une petite anecdote aussi avec un media buyer que tu avais recruté, qui avait commencé à travailler avec toi et qui avait lancé les campagnes et qui Ouais. s'était barré au bout de... Si, c'était un Brésilien aussi, donc je devais m'y attendre quand j'habitais au Brésil. Il vient, on se voit 2 fois, 2 heures, on programme tout, il me promet la lune, etc. Bon, super. Et il lance les campagnes, bon. Et puis je regarde, catastrophe. Il a rien fait, quoi. Donc, puis je m'y connaissais un petit peu quand même à ce moment-là, même si j'étais pas aussi avancé qu'aujourd'hui. Je lui envoie un message, je lui demande ce qu'il a fait, etc. Il me répond pas. Et bon, quelques jours après, je lui envoie un message, je dis écoute, voilà, dis-moi combien je te dois pour la moitié du mois, parce qu'on est bossé la moitié du mois. Je règle ta facture et puis on arrête de bosser ensemble parce que ça sert à rien. Et puis, il a simplement disparu, il m'a même pas demandé de le payer. J'espère qu'il est encore vivant, paix à son âme. Du coup, ta question, c'était les Ouais, caractéristiques d'un bon media buyer. les critères. Comment on fait pour pas se tromper avant de prendre une décision? C'est une bonne question. Pour moi, en fait, aujourd'hui, faut plus recruter des media buyers en freelance. Parce que c'est des personnes, même s'ils ont de l'expérience, tu vois, qui ont évolué sur du paramétrage, à part si vous avez quelqu'un qui est en mesure de piloter le reste de la stratégie et de comprendre les données que transmettent le media buyer pour ensuite faire votre propre interprétation de comment améliorer l'intégralité de votre funnel. Autrement, du coup, pour te parler un peu plus pour moi, qu'est-ce qu'un bon media buyer aujourd'hui, si tu veux avoir quelqu'un, qu'est-ce qu'un bon copilote marketing aujourd'hui, je dirais, parce que c'est quelqu'un qui sera aussi en mesure de faire des publicités. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement la plateforme Meta, qui sait parfaitement comment fonctionne l'algorithme et qui sait jouer avec pour justement faire avancer la stratégie publicitaire. C'est quelqu'un qui a une bonne compréhension de la psychologie de l'avatar, donc quelqu'un qui sait se mettre dans les chaussettes du prospect pour juger si tel angle ou tel angle est bien formulé et quels sont les concepts publicitaires qu'on pourrait mettre en place pour aller attirer l'attention de notre prospect dans une plateforme aussi saturée que Instagram ou bien que Facebook. Et c'est quelqu'un aussi qui est en mesure on va dire, de comprendre le parcours client
du prospect une fois qu'il sort de méta. Parce qu'aujourd'hui, le problème du media buyer, comme on l'a connu jusqu'à présent, c'est que c'est quelqu'un qui a sa zone de génie, sa zone de confort au sein de l'écosystème méta. C'est-à-dire, il sait peut-être comment interpeller les personnes sur méta, comment les faire cliquer. Par contre, dès que ça sort, pour lui, c'est plus son problème, tu vois. Sauf que c'est quand même lui la source et c'est lui qui va être en mesure d'ouvrir les vannes ou de les fermer. Et donc, c'est quelqu'un qui comprend, en fonction des paramètres qu'il a mis sur Meta, qu'est-ce qui va se passer une fois que le prospect est sur le funnel, une fois que le prospect est en appel de vente, et qui est en mesure justement de changer les paramètres pour améliorer que ce soit l'engagement sur le tunnel, que ce soit la prépondérance à closer, etc. Pour résumer ça, on pourrait dire que finalement, avant, on avait plutôt des media buyers qui étaient spécialistes et aujourd'hui, on recherche plus des media buyers généralistes qui ont une compréhension globale de tout l'écosystème d'acquisition. Exact, oui, je dirais même avant, on cherchait des media buyers techniques, des mecs qui avaient une bonne technique, des bonnes logiques de paramétrage, de tests d'audience, etc. Aujourd'hui, ce qu'on va tester, c'est un spécialiste du marketing, ce qu'on va chercher. Ok. Donc c'est un... Et selon toi, du coup, aujourd'hui, le media buyer, il doit être en mesure de pouvoir communiquer avec les équipes, que ce soit le copywriter jusqu'au closer, finalement. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, il doit être en mesure déjà copywriter, c'est très important ce que tu évoques parce que c'est lui qui va faire les tests de publicité. Il doit être en mesure de dire au copywriter, bah, l'angle que tu m'as testé sur cette publicité, il est pas bon. Et l'angle que tu m'as testé sur cette publicité, il est très bon. Donc en fait, j'ai besoin que tu me fasses des itérations sur cet angle, que tu ailles travailler la psychologie du prospect ou les points de douleur du prospect autour de cet angle-là pour essayer de voir si ça nous apporte davantage de résultats en creusant cette piste-là. Ok, donc en soi, le media buyer aujourd'hui ne peut plus bosser en silo. Il faut absolument qu'il puisse bosser avec tous les autres membres de l'équipe. Ouais, bah je pense que t'es aussi bien placé que moi pour le savoir. Regarde les clients qui viennent nous voir, qui avant avaient des media buyers et qui viennent nous voir au début en nous disant oui, bah le media buyer il faisait ci, il faisait ça. Genre direct, nous on sait pourquoi ça fonctionnait pas, tu vois. Et c'est pour ça que tu pourras parler un petit peu plus en détail de comment est-ce que tu pilotes aussi les équipes de ce côté-là, mais en soi, il n'y a pas de secret. Tu peux pas fonctionner en silo aujourd'hui. Avant, tu pouvais, mais non, c'est fini. Eh oui, et j'en parlais avec un client justement aujourd'hui pour lui faire comprendre l'importance en fait du volume d'ads que ça peut apporter pour le testing. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ce client-là était un peu incertain par rapport à sa promesse, à son message, à son ongle. Et en fait, en faisant de l'ADS, ça nous permet de tester beaucoup plus rapidement. Mais le copywriting qu'il y a dans l'ADS nous permet également d'améliorer le copywriting qu'il y a sur la page de capture et le copywriting qu'on va avoir dans les emails. D'ailleurs, le copywriting aujourd'hui, c'est la pierre angulaire de la vente, de la copie, enfin des ads, de tout ce qui va s'en suivre. Mais la donnée, la data, où est-ce qu'on va la chercher? C'est dans les ads. C'est là où on va avoir du volume qui va nous permettre de dire oui ou non. Parce qu'une copie qui est testée pour 100 personnes versus une copie qui est testée sur 100 000 personnes, bon, on peut tirer des conclusions très rapidement sur une copie qui est testée devant un très gros volume. Ouais, c'est clair. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant les copywriters demandent des salaires de chirurgiens. Hein. Ouais. Parce qu'ils savent que et sans même être bons, faut le savoir, il y en a, ils sont... Et ça, c'est aussi les contre-coups de la formation, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants sur le marché, et quand tu es sur des marchés où il y a de la demande, bah derrière... Si vous êtes un copywriter ou si vous connaissez un copywriter qui est bon et qui n'a pas sa place de parking réservée devant l'hôpital et sur la place des chirurgiens, envoyez un message à Joachim parce qu'on recherche activement et qui ont la dalle d'apprendre et de... Ouais. Parce qu'en vrai, le copywriter, le copywriting, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont la théorie. Il y en a beaucoup qui ont la théorie parce qu'ils ont fait des formations, ils sont bons en écriture, etc. Mais le problème, c'est qu'un copywriter, il devient bon à partir du moment où il s'est confronté
où il a confronté son travail sur le marché de la publicité et qu'il a vu les performances que peut rapporter son travail. Et le problème, c'est que des copywriters qui ont confronté leur travail au marché, eh ben, il y en a peu. Et, et puis, si tu fais pas ça, t'es pas en mesure de comprendre. Moi, c'est comme ça que j'ai appris le copywriting. À la base, je savais rien du tout. J'ai jamais fait de formation copywriting. Tout ce que j'ai fait, c'est je faisais des publicités, je dépensais du budget. Et donc, petit à petit, j'ai appris à faire des bonnes publicités, j'ai appris à faire des bonnes VSL, juste parce que je voyais que le taux de conversion s'améliorait, que les ventes s'amélioraient. Et le problème, c'est que c'est ça qui manque aujourd'hui sur le marché du recrutement des copywriters. C'est des personnes qui ont la dalle et qui n'ont pas peur d'aller confronter leur travail au marché, qui ont envie d'évoluer et de devenir les meilleurs. Et j'ai l'impression aujourd'hui, c'est un peu un monde où, allez, c'est bon, je suis copywriter, tu veux une série d'emails, je te la facture 2000 balles, et voilà quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi le ratio quantité-qualité, c'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas avoir les deux. Ouais, tu le vois, hein, c'est notre goulet d'étranglement un peu dans l'agence. C'est que, effectivement, soit tu as des copywriters qui sont très bons mais qui mettent 2 mois à te fournir une VSL, soit tu as des copywriters qui produisent sous pendant de ChatGPT mais qui te font des boosts, quoi. Donc c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, aujourd'hui, on limite, on va dire, notre expansion en termes de clients et d'agences parce que on n'a pas, enfin, on est quand même très attaché à la qualité. Et c'est pour ça avant qu'on ait trouvé une bonne équipe de copywriters qui soit à la fois rapide et qui fasse des bonnes prods, et ben, on ne sera pas en mesure d'aller scaler comme on l'aimerait. Et je pense que toi comme moi, on est très conscient du fait qu'on ne va pas tirer un trait sur cet aspect qualité parce qu'on connaît l'importance sur les résultats clients du copywriting. Donc, Oui, c'est vrai. Il y avait je voulais revenir sur quelque chose très rapidement sur le media buyer, sur le fait qu'ils sont en relation avec l'équipe. On a évoqué les closers. Et tout à l'heure, on parlait un peu de closing. J'en ai parlé avec les clients pour aller chercher la data parce que c'est eux qui sont en front. Et en fait, je pense que c'est un truc qu'on laisse un peu de côté. Certaines fois, le closer, on se dit, ouais, il faut juste un bon commercial qui est la dalle. Mais au final, je suis pas sûr que ce soit vrai. Et qu'il y a aussi une part de responsabilité qui vient de nous en lui envoyant des leads de qualité ou non. Ah bah, c'est clair. C'est clair, nous, notre rôle en tant qu'agence, c'est de pré-mâcher le travail du closer. Plus on est en mesure, mois après mois, de lever toutes les objections avant que la personne arrive en appel de vente, plus les résultats seront bons, et plus le closer sera efficace, et plus aussi il sera dans une bonne énergie. Et c'est pour ça que, pour moi, les équipes de closer, les équipes de vente, etc., faut les ménager. C'est pas tu leur refiles pas tous les tocards qui sont prêts à t'avoir au téléphone pour qu'ensuite ils les appellent tous et qu'ils finissent démotivés de leur journée parce qu'ils ont fait 100 appels, ils ont closé que un mec et tout le reste c'était des personnes qui leur ont pompé leur énergie. Et ça c'est un truc qu'on évoque trop peu. Et c'est marrant parce que on a eu pour le contexte, on a onboardé un client là cette semaine qui est dans le domaine du sport et qui nous a parlé d'un concept très intéressant qu'il avait mis en place. C'est que auparavant, il envoyait directement ses appels à ses closers et il s'est rendu compte comme il y avait trop de volume, que petit à petit leur taux de closing il baissait, que leur énergie était pas bonne et que ils doutaient un petit peu de leurs compétences. Et du coup, ce qu'il a fait et que je trouve très intéressant dans cette logique de conservation de ton équipe sales, c'est d'avoir des setters qui vont préqualifier toutes les personnes. Et en fait, pour arriver au closing, il faut être vraiment un client, un 5 sur 5. Et derrière, comme ça, les closers, ils ont un taux de closing de cochon. Et derrière, ils ont l'impression d'être des top performers, etc. Et donc, en fait, ils restent toujours au top de leur énergie.
et ils se disent, vas-y, c'est bon, dès que j'ai un call qui vient de cet infopreneur-là, eh bien, je sais que ça va bien se passer. Et en plus, ça augmente l'engagement auprès de cette personne, enfin de ces clients, etc. Donc, Je trouve ça intelligent de la part de ce client d'avoir eu cette clarté d'esprit, puisque c'est pas partout qu'on le retrouve, et là c'est le volume avant tout, et si jamais ça close pas, c'est la faute du closer, non pas des leads qu'on envoie. Et là d'avoir cette clarté d'esprit, de se dire ok, le closer c'est un humain, même si c'est une machine de guerre, si cette machine de guerre, on lui envoie de l'éthanol à la place du gasoil, ben, elle va pas fonctionner. Et de bien comprendre que c'est sa responsabilité de prendre en compte ça, lui envoyer des tueurs. Et en plus, je comprends totalement que à la fin d'une journée, on a fait, je sais pas, 20 appels de vente et qu'on est tombé que sur des gens qui savent pas pourquoi ils sont là. C'est fatigant, ça pompe toute l'énergie. Alors que si on a juste 5 calls, mais on sait qu'on a une chance de les closer sur tous ces calls-là, ça se passe beaucoup mieux. Alors, il y a une seule chose, c'est que tout le monde ne peut pas se le permettre. Parce que pour pouvoir filtrer à ce point, il faut avoir un gros trafic entrant. ouais, il faut avoir un bon trafic entrant, mais à partir du moment où tu fais de la publicité, c'est possible en vrai. C'est juste peut-être si tu es en organique, c'est un peu plus compliqué, mais à part si tu as un très gros organique. Mais, ouais, moi en soi, je suis assez aligné. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que à l'opposé, il y a 1 an et demi, j'ai eu un client avec qui on avait fait, que j'ai accompagné pendant 12 mois. Et on a fait un mois où il a pété tous ses scores. On a fait plus de 300 000 € de chiffre d'affaires signé. L'équipe de closer était en folie. Ils se prenaient pour des fous, etc. Et le mois d'après, pire mois. On redescend à 100 000, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est un peu un contre-coup de se dire, ok, bah si tu vois, tu viens cultiver l'énergie, c'est qu'en fait, on leur avait généré tellement de rendez-vous, mais cette fois, ils étaient aussi qualifiés, mais ça les a tellement épuisés que le mois d'après, ils étaient plus dedans. Et comme ils se sont dit, ok, bah on a signé tellement ce mois-ci qu'on est tranquille pour les mois à venir, et puis ça va être comme ça tous les autres mois, ils ont perdu cette énergie et cette niaque-là. Et donc, ce que je voulais dire là-dedans, enfin le point que je voulais reprendre, c'est qu'en fait, c'est toujours très important de préserver tes closers, de préserver l'énergie de tes closers et de préserver tes équipes sales. Donc, faut toujours faire attention aussi en phase de scaling, parce qu'il faut savoir que tu as beau avoir un système qui fonctionne à merveille, derrière, le buteur, c'est le closer, tu vois. Et c'est comme en foot, si ton buteur, si demain Neymar il a plus de cheville, bah personne qui marque de but, tu vois. Tout à l'heure, tu parlais de filtrage pour les closers avant que ça arrive vers eux. Est-ce que tu as des astuces pour ce filtrage, mis à part les formulaires sur Calendly? Alors, tu as plusieurs degrés de filtrage qui peut se faire notamment par le copywriting. Alors, ça c'est un truc. D'ailleurs, ça me fait penser. J'en parlerai peut-être tout à l'heure un peu plus en détail sur le cas client, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec cette cliente en particulier. Tu veux qu'on passe dessus ou Allons-y. qu'on approfondisse un autre point? Go, on peut aller sur le cas Sur le cas client, ouais. Comme ça, c'est intéressant. Et comme ça, on va pouvoir approfondir le point que tu as évoqué sur ça et puis l'illustrer. En gros, l'idée de cette section cas client, c'est pas de vous montrer uniquement des cas clients qui réussissent de folie, etc. C'est vraiment que vous puissiez récupérer les logiques que nous, on met en place en interne pour prendre par exemple un compte qui a une acquisition bancale et toutes les logiques qu'on met en place brique après brique pour lui mettre on va dire une machine de guerre en place. Et vous allez voir que l'acquisition, c'est un process qui prend du temps. Vous avez beau entendre tout le temps sur les réseaux sociaux, vous voyez, on a fait ça le premier mois, on a mis un tel truc en place et on a fait je sais pas combien de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Sauf que il n'y a pas de secret. L'acquisition, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est une longue machine. Si vous voulez que ce soit stable et durable sur le long terme,
eh bien, il faut prendre le temps de comprendre votre prospect, il faut prendre le temps de trouver les bons moyens de l'amener en appel de vente. Et c'est justement ça dont on va parler sur ce cas client. Je ne sais pas si on peut parler enfin, si on peut dire son nom, donc je pense qu'on va on va la garder anonyme. Mais on a fait un lancement donc il y a 10 jours dans l'immobilier. C'est une cliente dans l'immobilier qui est coach en IMO. En 10 jours, on a spend 1600 euros. Je reprends mes stats, on a 3413 leads. Ça nous fait à peu près un coût par lead à 40 centimes. On a 216 rendez-vous et un coût par rendez-vous à 7,44 €. 7,44 €. Donc là, vous vous dites, waouh, 7,44 € le rendez-vous, c'est fou, etc. Là, on revient au point numéro 1 dont on vous a parlé tout à l'heure au début de cette vidéo. Le coût par rendez-vous, c'est pas ce qui est important. Donc gardez bien ça en tête. Du coup, cette cliente, tu peux, comme tu l'as gérée aussi, tu peux nous en dire un petit peu plus sur nous, ce qu'on avait pu gérer avec elle, etc. Et puis moi, je reprendrai après sur la partie logique de testing, si tu veux. Ouais, carrément, avec plaisir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette cliente, dans un premier temps, elle est assez influente, elle a un bel organique et ça fonctionne plutôt très bien. Donc, il y a beaucoup de gens qui la connaissent, elle est assez exposée. Et donc, son défi aujourd'hui, c'était de se faire connaître par des gens qui ne la connaissent pas. Donc, d'emmener du trafic froid. Et quelle meilleure manière pour faire ça que les ads. Donc, elle nous a contacté pour qu'on mette en place un système avec des ads. Et donc là, on a mis en place notre système phare, c'est-à-dire le système Dyson. On vient proposer un lead magnet et avec un type de tunnel qu'on appelle le tripwire, on vient envoyer sur une VSL. Cette VSL, elle vient booker un call pour envoyer vers les closers. Ça, c'est le système de base. Donc, notre travail, ça a été de proposer des publicités qui vont faire que les gens soient intéressés pour aller télécharger ce lead magnet. Pas encore prendre un rendez-vous, pas encore visionner la VSL. Et le but, c'est que ce lead magnet, il soit dans la continuité de la VSL. Que quand on a téléchargé le lead magnet, on se dise « Ah, si je regarde cette vidéo, je vais en apprendre encore plus que ce que je viens d'apprendre. » Et dans la vidéo, l'objectif, c'est de faire booker le rendez-vous. Donc, Joachim l'a évoqué, 7,44 € le rendez-vous. On est sur un BM qui, je crois, en plus, était pas... Il était chaud, le BM, Joachim? Ouais, parce qu'elle avait déjà fait, elle avait déjà fait 2 Webi avec des ads. Donc, un BM chaud, c'est un BM qui a déjà été utilisé et qui a tourné. Donc, on lance et le compteur s'affole. D'ailleurs, je crois que c'est le funnel builder, le mec qui fait les ads, nous dit, il nous envoie les chiffres 2 heures après, il nous dit, est-ce que ça vous paraît cohérent? Parce qu'il voyait que le coût par lead était très faible et déjà des rendez-vous de prix alors que les ads venaient à peine d'être lancés. Bon, c'est normal parce que déjà le travail a été bien fait et en plus de ça, elle est assez connue, donc ça a plutôt bien fonctionné. Et là, ça fait quoi? Ça fait quelques jours que ça tourne, 10 jours à peu près. 10 jours que ça... 7 jours, tu as mis? 10 jours. Ouais, 10 jours que ça tourne, ok. Et donc, 913 leads, ce qui est énorme pour un budget de 1600 €. Donc, c'est rien. 1600 € pour 4000 leads, s'ils sont tous qualifiés, c'est pas grand-chose. Mais après, donc, il faut qu'on puisse récolter la data de qu'est-ce qui se passe en rendez-vous, qui est-ce qu'on a en face de nous. C'est ça. Je reprends les stats là sous le nez, du coup, on a, entre le moment où j'ai regardé il y a 2 heures et maintenant, on est passé à 220. Donc on a pris 4 rendez-vous. 4 rendez-vous. Je mettrai les stats comme ça, vous avez en face des yeux. Maintenant, pour reprendre un petit peu la logique et ta question que tu m'avais posée sur comment est-ce qu'on fait pour qualifier et comment est-ce qu'on crée en fait un parcours qui va faire que semaine après semaine, mois après mois, on est en mesure d'améliorer notre coût par lead et notre coût par achat, et parce qu'en fait coût par rendez-vous, on n'en a rien à faire dans ce cadre-là. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est même contre-intuitif, mais ça va être même d'augmenter ce coût par rendez-vous. Parce qu'on va se dire que si on a un coût par rendez-vous trop bas, c'est qu'on a peut-être trop ouvert les vannes et qu'il y a une manière un petit peu plus judicieuse d'aller surqualifier le prospect
pour pré-mâcher, comme on l'a dit tout à l'heure, le travail des closers. Et donc, il y a plusieurs étapes qu'on va mettre en place. Au début, dans le copywriting, quand on commence en phase 1 avec un prospect, on va toujours fonctionner en entonnoir. On va voir la partie, on va dire, haut de l'entonnoir et sur de la stratégie. On va essayer de faire accéder un maximum de personnes à l'appel de vente. Cette étape, elle est très importante puisque ça valide le système par la publicité. On arrive à générer des rendez-vous, on arrive à trouver les bons angles et on sait que la VSL convertit. Donc là, c'est le cas. La VSL convertit, la VSL a un très bon watch time, un très beau taux de conversion et derrière, on book énormément de rendez-vous. Ça fait à peu près 20 rendez-vous par jour. Et du coup, ce qui va se passer derrière, c'est qu'on va avoir un retour des closers. Les closers vont nous dire, OK, là, on a eu 200 rendez-vous. Sur les 200 rendez-vous, on a du mal à tout gérer. Il y en a beaucoup qui sont pas forcément prêts à acheter aujourd'hui, etc. Donc là, deuxième étape, OK, il y a trop de rendez-vous vis-à-vis de ce que peut gérer l'équipe de vente. Donc nous, on va essayer de donner moins de rendez-vous, mais de les surqualifier. Donc on va venir avec le copywriting parler un petit peu plus en détail de ce qui va se passer dans l'appel et quel est le but. Donc là, peut-être dans la VSL, on n'a pas encore parlé de comment allait se décomposer l'accompagnement. Là, peut-être qu'on va le rajouter une section où on va présenter l'accompagnement, on va présenter à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en tant que prospect lors de cet appel. On va nous présenter l'accompagnement, on va savoir quelles sont les étapes en tant que nouveau dans l'immobilier par lesquels on va passer si on rejoint cet accompagnement, etc. Donc on va déjà faire de la visualisation à la vente. Ça, c'est quelque chose qui va en freiner certains, tous ceux qui n'auraient dans tous les cas pas acheté, et qui va engager encore plus ceux qui ont une prédisposition à acheter. Premier élément, on resserre un petit peu les vannes. Ensuite, tu avais fait une suggestion tout à l'heure dans l'appel Max avec cette cliente, qui était aussi très bonne, c'est de se... en gros, elle nous disait, on a reçu même sur ces 200 appels, on a reçu quelques personnes qui avaient déjà notre formation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau des publicités, ça a été un peu trop large sur le ciblage. Donc, toi, tu as fait tout simplement une recommandation qui était très bonne. Tout simplement, si dans le formulaire de Calendly, si la personne elle a déjà une formation, on va le demander. Si elle a déjà une formation, eh bien, on lui fait pas booker cet appel. On fait du routing, donc on la sort de l'appel, ce qui fait que on préserve notre équipe de closers. Et ensuite, on va affiner, et toujours dans cette optique de préserver nos closers, peut-être qu'on va même pouvoir, si on se rend compte qu'il y a toujours beaucoup trop de volume versus l'équipe de vente, eh bien on va pouvoir même pitcher entièrement l'offre et le prix. C'est quelque chose qu'on fait vraiment en dernier recours, le prix, pour que la personne arrive en pleine connaissance du prix et juste pour savoir comment est-ce qu'on fait pour passer à l'achat. Est-ce que par exemple il y a du CPF? Quelles sont les possibilités de paiement, etc. C'est ça qui peut être tricky en fait assez aujourd'hui, mais bon, ça s'améliore avec le temps. C'est que quand on propose des rendez-vous qui sont gratuits et qu'on n'a pas assez bien ciblé, ou du moins qu'on a ciblé assez large, il y a des gens qui peuvent s'attendre à juste que c'est vraiment juste un rendez-vous gratuit où on va t'aider pendant 30 minutes et qu'il n'y a pas forcément une offre derrière, surtout qui va être high ticket, donc entre 1000 et 5000 euros. Mis à part que, vu qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont mis à l'high ticket, les gens commencent à connaître ce système, ont peut-être déjà pris un rendez-vous une fois dans leur vie, et donc s'attendent à quelque chose et s'attendent à un certain prix, ce qui aide. Mais il peut arriver qu'il y ait des touristes qui arrivent en call et qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Et en fait, très souvent, on a tendance au début à être le plus permissif possible dans la copie, limite à ne pas parler d'appel de vente, à parler d'appel de call stratégique, enfin peu importe. Il y a tout un tas de mots. Et au fur et à mesure, en fonction du son de cloche qu'on a de la part des closers, eh bien, on va commencer à être plus incisif dans le copy, quitte à perdre la moitié des leads qui arrivent, à vraiment aller écrémer au départ pour qu'on se retrouve juste avec des gens qui savent pourquoi ils sont là, qui savent que c'est un appel de vente et qui savent qu'il y a des chances qu'il faut qu'ils passent à la caisse. Ouais, clairement. Et puis je voudrais rajouter un truc aussi, c'est que le fait de réussir à générer du volume au début, c'est pas forcément un problème. C'est juste que il faut avoir des tueurs sur le closing. Par exemple,
tu vois, il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont regarder cette vidéo qui vont être débutants et qui n'ont pas forcément de closer, qui prennent les appels. Bah, faut savoir que en tant que personne, en tant qu'entrepreneur ou en tant que coach, on a toujours un meilleur taux de closing qu'une personne annexe à notre programme, parce qu'on représente notre programme, et donc les personnes s'attendent à ce que ce soit... Enfin, elles sont plus facilement... On les convainc beaucoup plus facilement quand c'est nous, plutôt que quand c'est le closer. Et du coup, par exemple, si vous recevez beaucoup d'appels, vous allez être en mesure de démonter beaucoup plus facilement les objections du prospect, et donc des prospects qu'un closer externe n'aurait pas forcément réussi à signer, vous arrivez à le signer parce que vous êtes l'entrepreneur et que vous représentez votre business pour lequel la personne a pris le rendez-vous. Donc c'est pour ça qu'au début, on voit généralement large, et au fur et à mesure, nous, ça nous permet de tâtonner, on va dire, sur la qualité de l'équipe sales, de la qualité, et puis aussi de s'ils ont des boucles de follow-up, etc. Et ensuite, si on se rend compte que c'est trop lourd à porter, cette brique d'éducation et cette brique de démonstration pour le closer, eh bien, on va le pré-mâcher encore plus pour lui. Juste pour les next steps, du coup, pour cette cliente, pardon, ce qui va être intéressant, c'est que, là, comme on l'a évoqué, on a eu ce call ce matin, on a eu ce retour ce matin, et ce qui va être fait, c'est que, tout simplement, on va resserrer toute la partie copywriting, notamment sur le tunnel de vente. On va mettre des formulaires de routing pour sortir les personnes qui ne seront pas en disposition pour passer à l'achat. Et troisième étape, c'est qu'on va être en mesure de remodifier la VSL en elle-même pour qu'elle pitche mieux, qu'elle soit un petit peu plus incisive sur l'objectif final de cet appel. Gros avantage quand même avec cette cliente, c'est que on a du volume et donc on peut déjà analyser ce qui fonctionne en termes d'angle dans les ads, Ouais, ce qui fonctionne au pas. bout de 10 jours. Ouais, au bout de 10 jours, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des gens qui ont des budgets qui peuvent être équivalents mais qui n'ont pas forcément autant de volume. C'est ça. Exactement. Et puis voilà, c'était à peu près tout. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter pour ce cas client. Je pense qu'on l'a quand même bien... Non, je pense que la suite, ce sera la prochaine fois puisque là, on va attendre de voir si nos déductions étaient bonnes. Si on avait bien vu si les crémages fonctionnent. Bon, la plupart du temps, ça fonctionne, mais certaines fois, il faut être encore beaucoup plus incisif et remettre quelques rafles sur la VSL, sur les pubs pour que tout s'emboîte. Yes, clairement. Donc si vous avez bien été attentif à l'intégralité de cet épisode, il y a 3 choses qu'il faut que vous gardiez en tête après nous avoir écoutés. Premièrement, ne vous focalisez pas sur le coût par rendez-vous. Focalisez-vous sur le coût par achat et la qualité des prospects que vos closers, que vous avez au téléphone. Très important, parce que baisser votre coût par rendez-vous peut aussi signifier baisser la qualité des personnes qui vont vous appeler, qui vont prendre rendez-vous. Deuxièmement, faites très attention à, quand vous formez votre équipe marketing, aller trouver des personnes qui puissent vous accompagner sur l'ensemble de votre système d'acquisition et pas uniquement, par exemple, sur la partie pub, media buying. Vous avez besoin d'une compréhension de l'intégralité de votre funnel pour être en mesure de piloter correctement les modifications et d'avancer, on va dire, vers votre croissance. Et enfin, un dernier élément qu'on a évoqué et qu'on a illustré aussi par ce cas client, ménagez vos closers. Vos closers, c'est votre Neymar, c'est votre Mbappé de votre boîte. Donc, il faut leur faire des massages à la fin, faut les mettre en condition, faut leur faire penser que c'est les meilleurs et faut vraiment qu'ils soient dans une bonne énergie. Donc ménagez-les, gardez ça en tête, c'est très important de ménager vos équipes sales parce que c'est eux, au final, à la fin de la journée, qui vous ramènent du cash dans votre entreprise. Max, est-ce que tu ferais pas un petit point sur aujourd'hui, qu'est-ce que notre offre Dynamite Ads ? Bien sûr. Avec Joachim, depuis quasiment un an, donc on bosse ensemble et on a toujours bossé sur de très gros clients, sur de très gros systèmes d'acquisition. Donc
copywriting, media buying, la totalité, tout ce qu'on peut retrouver dans une offre, du funnel, exactement, la totalité. Mais il s'est avéré qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient bosser avec nous, mais on ne pouvait pas les onboarder parce qu'on était sur des offres qui étaient trop loin de leur réalité pour aujourd'hui. Et donc, la finalité de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on fait des ads, on génère des leads, et donc on s'est dit que ces personnes-là pouvaient aussi en profiter de notre expertise sur les ads, puisqu'on a un système de testing qui est unique, qu'on a fabriqué pièce par pièce et qui n'est fait nulle part ailleurs, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir du succès. On pourrait utiliser juste cette partie-là et la plugger sur le tunnel des entrepreneurs, tout en leur donnant des recommandations. Tout à l'heure, tu parlais du spécialiste et du généraliste. Des généralistes, on peut donner des recommandations sur le tunnel, sur la copie, sur la technique. Et justement, c'est ce qu'on regroupe dans cette offre-là, Dynamite Ads. Donc, Dynamite Ads, ce qu'on vient faire, c'est on se plug sur un système qui est existant, on envoie du trafic dessus et on donne des recommandations pour que ça fonctionne le mieux possible. Cette offre-là, elle a été faite pour mettre le pied à l'étrier des coachs, des infopreneurs sur la publicité, leur montrer que ça fonctionne, leur donner du résultat avec ça pour que derrière, on puisse prendre en main tout leur système d'acquisition. Exactement. Et le pilier de cette stratégie, c'est d'ailleurs ça qui a pris le nom, c'est Dynamite Ads. Nous, c'est une stratégie de testing qu'on utilise en publicité qui nous permet d'itérer étape par étape le copywriting des publicités, d'itérer les publicités semaine après semaine et petit à petit, d'avoir une campagne publicitaire qui soit au service de l'intégralité du système parce que grâce à tous les tests qu'on va faire, on va comprendre la psychologie du prospect et on va être en mesure de faire remonter ces éléments de copywriting sur le funnel, sur le closing et sur les pivots de conversion, que ce soit une VSL, que ce soit du webinar, etc. Et si je peux ajouter un point sur cette offre-là, elle est assez récente. On l'a lancée en ce début d'année et tous les clients qu'on a fait rentrer sur cette offre-là, pour le moment, tout le monde est super content et moi aussi parce que c'est moi qui gère les clients. Quand les clients sont contents, je suis content et en plus de ça, on arrive à atteindre nos objectifs. Donc franchement, c'est une superbe offre. Top. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si jamais vous voulez vous lancer en publicité sans risque, ou bien si par exemple vous êtes déjà lancé en publicité mais vous n'êtes pas satisfait de vos retours sur investissement publicitaire, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez réserver un audit avec moi en cliquant directement dans le lien en description. Et puis je prendrai soin de vous. Je prendrai soin aussi de vous expliquer pourquoi par exemple vous êtes limité aujourd'hui dans vos campagnes publicitaires et quelles sont les étapes à mettre en place pour passer à l'étape suivante dans votre business. Voilà Max, je pense que c'est une bonne manière de clôturer cette petite intervention du jour. C'était un plaisir d'échanger avec toi, tu as apporté vraiment une bonne dimension supplémentaire à mes vidéos que d'habitude je tourne tout seul. Donc c'était un plaisir, merci pour ta collaboration là-dessus. Un plaisir Joachim et puis on se revoit bientôt de toute façon. Allez, top. Ciao, ciao. Ciao.